professionnel m'a proposé une chanson. J'allais dire m'a écrit une chanson, mais c'est faux. Il l'avait déjà écrite et il me l'a proposée. Et je trouve la chute de cette anecdote assez drôle. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Mais avant ça, je vais être obligée de reposer quelques éléments de contexte, à savoir déjà mon envie d'être... Regardez, il y a Basilou là. Est-ce qu'il va venir nous voir? Donc déjà, mon envie d'être chanteuse, mais également le métier de mon père qui travaille dans la musique et sans qui j'aurais pas eu cette opportunité. Donc moi j'ai toujours voulu devenir chanteuse du plus loin que je me souvienne. Et d'ailleurs j'en sais rien, mais peut-être que le fait que mon père travaille dans la musique m'a peut-être même un peu influencée dans ce choix, dans le sens où, vous savez, quand on regarde des documentaires sur comment les stars sont devenues des stars, et ben il y a toujours ce moment où voilà, oh Basilic, adorable, regardez sa petite tête avec son petit menton noir là, qu'est-ce que je l'aime, il est tout sage, sur son tapis de bain. Pardon, donc j'ai toujours voulu devenir une star, j'ai toujours voulu devenir chanteuse et je pense que très jeune, j'en ai pas un souvenir précis mais c'est sûr, très jeune j'ai dû voir des documentaires qui disaient voilà, le destin de Britney Spears a basculé le jour où elle a croisé la route de tel producteur. Et moi il se trouve que mon père était producteur, alors producteur de concerts et pas de disques, mais je vais rentrer dans ces détails là après. Mon père n'en est pas moins quand même producteur dans le domaine de la musique. Donc je pense que très jeune, je me suis dit tiens, donc apparemment le destin des gens bascule le jour où ils croisent la route d'un producteur. Mais moi mon père est producteur et en plus il m'aime bien et il me dit que je chante bien. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas là une carte à jouer? Est-ce que ce serait pas mon destin finalement? Et puis il y a peut-être le truc de mon père qui est fan de musique et moi qui veux plaire à mon père en étant chanteuse. Mais bon, peut-être. Mais si c'est le cas, c'est très inconscient dans le sens où moi je suis vraiment passionnée de musique depuis toujours. Je ressens un bonheur pas possible quand je chante dans ma cuisine. Bref. Mais donc, je pense que petite, je me suis un petit peu autorisée à y croire. Bah déjà parce que j'étais petite et que les petits, on n'hésite pas trop à rêver normalement. Mais peut-être d'autant plus du fait d'avoir un père producteur où je me suis dit tiens, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer? D'ailleurs, donc du coup, j'ai monté un groupe de musique avec ma soeur et une amie quand on avait... Donc moi j'étais la plus jeune et j'avais 11-12 ans. Et ça a dû s'arrêter quand j'en avais 13. Au final, je m'étais un peu fait des films parce que mon père n'a jamais été investi d'une mission quelconque pour faire de moi une star. Et c'est plutôt sain d'ailleurs par rapport aux âges dont on parle. Donc quand j'avais 11-12 ans, notre père était content qu'on fasse de la musique, hein, mais il a rien fait pour nous aider. Enfin si, il nous a aidés en fait
grâce à ses petites connaissances en guitare. Voilà, tout simplement, c'est lui qui nous a appris les 3 accords qu'on jouait à la guitare et qui nous a aidé à poser certains accords sur nos mélodies qu'on écrivait toute seule. Bref, donc, mais du coup, sa casquette de producteur à aucun moment n'est entrée en jeu à ce moment-là. Et bref, donc finalement donc ce groupe-là, ma soeur, elle a décidé d'arrêter. Et moi, au début, je voulais tenter de continuer, enfin de commencer une carrière solo. Mais malheureusement, avec l'adolescence et tout, il y a eu 2 trucs qui mis ensemble ont fait que j'ai arrêté la musique. Ça a été à la fois un petit peu... j'ai à la fois arrêté d'y croire. Enfin, ça s'est fait petit à petit, quoi. J'ai été prise par d'autres préoccupations qui sont à peu près les mêmes pour tous les adolescents. Et du coup, le temps est passé sans que je me mette à fond dans la musique. J'avais fait un MySpace avec 2 reprises, dont une reprise de The Climb de Miley Cyrus. Oh, encore mes voisins qui jouent à faire rouler leur poubelle à l'infini. Et j'ai eu un commentaire qui me disait que j'étais nulle parce que j'arrivais même pas à passer les notes hautes en voix de tête. Et alors je me suis dit, mon Dieu, elle a raison, c'est pas fait pour moi. Non, je rigole, c'est pas ce commentaire là qui m'a fait abandonner, mais un peu, c'est vrai que ça m'a un peu trop touchée par rapport à ce que ça aurait dû. Et je me demande si j'ai pas mis hors ligne. Bon, mais en tout cas, j'y ai pas consacré beaucoup de temps et d'énergie sur le coup. Et avec le temps, en fait, j'ai cessé d'y croire. Et bon, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que j'avais un petit problème, une petite phobie du temps qui passe. Et un peu lié d'ailleurs à mes ambitions dans la musique. Parce que du coup, voilà, quelques années sont passées. Et quand j'avais 15 ans, j'avais l'impression que c'était déjà trop tard. Mais aussi parce que je me comparais aux stars Disney Channel qui ont commencé leur carrière quand ils avaient littéralement 10 ans, voire plus jeunes. Britney Spears pareil et compagnie. Bah d'ailleurs c'est une star Disney, Britney. Donc du coup, j'ai toujours voulu devenir chanteuse, mais il y a eu une énorme période aussi où j'ai arrêté d'y croire. Et mes espoirs et mes ambitions se sont assez vite éteintes finalement après la fin de ce groupe. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, je me suis réautorisée à y croire seulement à l'âge de 23 ans. Après avoir vécu d'ailleurs des années très difficiles sur pas mal de points. Donc quand j'avais 23 ans, donc moi en tant que jeune adulte, j'ai tenté de faire des études supérieures. J'ai commencé plusieurs cursus et je suis jamais allée au bout de la première année. Et j'ai eu la chance que mes parents me payent mon loyer. Enfin, je vivais toute seule. J'ai très vite vécu toute seule. Et c'était mes parents qui payaient mes loyers. Après, étant donné que mes parents ont vendu la maison familiale quand j'avais peut-être 20 ans, et ben de toute façon, il n'y avait pas le choix parce que ma mère et mon père ont tous les deux pris des appartements dans lesquels je n'avais pas de chambre. Donc, ils ont un petit peu été obligés de me payer des appartements parce que de toute façon, il n'y avait pas de maison familiale
sentir coupable de... Parce que du coup, la fameuse année où je dis que j'ai quitté la fac, j'étais encore en L1, alors que j'avais déjà du coup 22-23 ans. Et là-dessus, mes parents étaient très cool et me mettaient pas du tout la pression. Ce qui veut dire que si j'avais voulu aller au bout d'un cursus d'études normal, a priori, ils auraient continué à me payer un loyer pendant 5 ans, ce qui nous aurait amené à assez vieux. Enfin bon, c'est pas vraiment le sujet, mais un petit peu quand même. Parce que moi, du coup, bon, j'ai réalisé que donc j'étais en langue étrangère appliquée à l'époque, et j'ai réalisé que vraiment franchement ça allait les cours, ça allait, j'aurais pu prendre sur moi, mais justement voilà, je voyais pas l'intérêt de passer 5 ans sur les bancs de la fac à mon grand âge pour avoir un diplôme qui m'aurait pas servi à grand chose, puisque déjà j'étais vraiment en train de réaliser que je voulais être chanteuse, en tout cas que je voulais les tenter coûte que coûte. Et il est vrai que mon métier plan B, c'était traductrice. Et pour faire de la traduction, ça sert absolument à rien d'avoir un diplôme de LEA. Donc, et du coup, je me suis dit, mais attends, mes parents sont prêts à me payer encore 5 ans de loyer. Ce serait vraiment bénéf pour tout le monde que j'aille vivre, du coup, dans l'appartement de mon arrière-grand-mère. Donc, pour les nouveaux, donc langue étrangère appliquée d'ailleurs, je faisais à Nice. Donc j'ai passé en tout 2 ans dans le sud de la France. Donc à Nice, mes parents me payaient un loyer, et pas très loin, on a cet appartement vide qui était celui de mon arrière-grand-mère, un peu vétuste et tout. Pas à Nice, mais dans une ville de la Côte d'Azur, pas très très loin. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est bénéf pour tout le monde. Ils s'arrêtent de me payer un loyer, et surtout, ils me payent pas un loyer pendant 5 ans. Moi, je me mets dans cet appartement, donc plus de loyer à payer, mais ce serait bien qu'ils continuent à me donner un petit peu d'argent pour que je mange. Et moi, j'ai un an top chrono pour devenir une superstar. Je sens déjà que dans les commentaires ça va m'agresser, parce que j'ai eu de l'aide de mes parents. Mais les amis, oui, franchement, je m'en suis jamais cachée. Enfin, j'avais jamais abordé ces sujets-là avec vous, mais oui, j'ai été assez privilégiée par rapport à ça. J'en ai bien conscience. Voilà. Après, il n'y a pas que l'argent dans la vie, j'ai eu d'autres problèmes. Mais oui, j'ai bien conscience que j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Donc, si ça vous énerve trop, n'hésitez pas à écouter d'autres choses qui vous énervent moins, mais ne m'agressez pas, s'il vous plaît. Mais en plus, donc, le pire, je vais pas me plaindre encore une fois, hein, mais je trouvais que c'était un excellent deal qui était bénéfique pour tout le monde. Et en réalité, je me suis un peu fait avoir. Oh là là, mais attendez, je dévie de sujet. Mais sachez que mon idée qui était de me consacrer à fond à la musique pendant 1 an n'a pas vraiment été acceptée, puisque même pas du tout en fait. Enfin, sur le coup, je crois que mes parents ont plus ou moins accepté. Et quand je dis mes parents, en fait, c'est toujours mon père, parce qu'il avait plus les moyens que ma mère. En réalité, j'ai pas du tout eu cette année pour me consacrer à la musique, puisque j'ai jamais autant travaillé.
j'ai d'abord été surveillante dans une école maternelle et primaire, et ensuite j'ai commencé à travailler pour l'entreprise de mon père cette même année. Donc en fait j'ai pas du tout eu mon année de césure où j'ai pu me consacrer à la musique, mais ça a quand même fait un switch, puisque ça a été l'année où j'ai assumé en tout cas cette ambition, et j'ai quand même mis des choses en place, même si j'ai aussi travaillé par ailleurs. Mais là je me suis pas mal éloignée du sujet, enfin bon, non, pas trop, ça va. Donc en tout cas l'anecdote que je vais vous raconter se déroule à la fin de cette année-là. Donc je sais pas si j'avais 23 ou 24 ans, mais à la fin de cette fameuse année dans l'appartement de mon arrière-grand-mère. Donc très peu de temps après le fait que j'assume que je veux être chanteuse. Et donc avant de vous raconter l'anecdote, je vais aussi vous parler de mon père. Donc mon père, il a été prof de CE2 juste le temps de rencontrer ma mère. Et après, quand il avait à peu près mon âge, il a rencontré un pote à un cours de guitare. Et ensemble, ils ont décidé de monter un groupe de guitare jazz, un duo de guitare jazz. Et ils ont essayé de se professionnaliser en tant que guitariste pendant un temps. Et se rendant compte, d'après leur récit, hein, bien sûr, puisque j'étais pas là, enfin j'étais un bébé, se rendant compte qu'ils seraient jamais au niveau de certains autres musiciens qui croisaient dans les clubs de jazz et autres restaurants dans lesquels ils essayaient de jouer. Ils ont changé leur fusil d'épaule et ils ont décidé de devenir bookers pour d'autres musiciens plus doués qu'eux. Et c'est comme ça que mon père et son associé ont monté une entreprise de production de spectacles. Donc à la base c'était deux mecs, un calepin, un annuaire et un rêve, parce que c'était avant internet, hein, donc c'est fou à quel point ce qu'ils faisaient à l'époque n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Mais apparemment ils se sont pas trop mal débrouillés, puisque aujourd'hui l'entreprise existe encore, et c'est voilà, donc c'est pas Live Nation, mais c'est une entreprise bien implantée de production de spectacles slash tourneur en France. Donc pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que ce métier est, si vous voulez, c'est l'intermédiaire entre des artistes et des salles. Donc on a un catalogue, je dis on parce que j'ai travaillé 5 ans du coup dans la boîte à mi-temps. Oui, privilégié jusqu'au bout. J'ai réussi à avoir un poste assez sympa sans diplôme après, aussi grâce à mon père. Mais par contre il a toujours pas fait de moi une star, il exagère. J'en étais où? En même temps l'anecdote que je vais vous raconter, c'est justement moi qui ai décliné l'offre. Mais attendez, on n'y est pas encore. Oui, j'étais en train de vous expliquer ce qu'est un producteur de spectacle. Donc on a un catalogue d'artistes, on a une équipe de bookers. J'étais pas bookeuse, moi j'étais, on va dire que j'étais secrétaire. Je faisais des tâches pas très excitantes d'admin. Et les bookers essayent de vendre des dates aux salles, donc ils appellent des salles de spectacle partout en France, et ils essayent de faire une tournée cohérente, de vendre un maximum de dates. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé cette année-là, c'est que j'ai publié des cover
chez Sonar parce que les amis, les covers que j'ai publiés sur YouTube, c'était vraiment pas ouf. Franchement, c'était pas ouf. Mais quand j'y réfléchis, tout ce qui s'est passé par la suite, même si il s'est pas passé grand chose, mais tout ce qui s'est passé par la suite, c'est quand même venu de ces covers. Cette opportunité là que je vais vous raconter, c'est grâce à ces covers. Et par la suite j'ai aussi enregistré un EP. Et le beatmaker, mon beatmaker sur cette EP, on s'est aussi rencontrés grâce à mes covers qui n'ont jamais percé, hein. Mais je vous raconterai une autre fois. J'ai publié 4 covers. À l'époque, je pensais que je me lançais sur une longue lancée et je m'étais mis l'objectif de publier un cover par semaine. Ce que j'ai fait, mais seulement pendant un mois. Mais bref, et du coup, en fait, un jour mon père m'appelle et donc bah, j'avais publié ça sur mon Facebook à l'époque et tout, donc mes parents savaient quoi. Mais à cette époque-là, j'avais plus du tout l'espoir que mon père m'aide, je crois. Parce que ça faisait quand même un moment que je disais que j'aurais voulu être chanteuse et je voyais bien qu'il me proposait rien. Je sais pas, mais je crois que cette idée que mon père allait un jour m'aider, j'y croyais plus trop déjà. Enfin, peu importe. En tout cas, j'ai vraiment été très surprise quand un jour mon père m'a appelé et m'a dit: j'ai fait écouter des covers à, comment on va l'appeler, le chanteur, on va l'appeler Marcel. Donc Marcel, c'est un chanteur que mon père connaît bien puisqu'il l'a produit, il a même plus ou moins lancé sa carrière. Et donc ils se connaissent depuis des années et des années. Moi-même, quand j'avais 5 ans, j'étais au concert de Marcel. Donc c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais c'est quelqu'un que j'ai croisé ici et là depuis mon plus jeune âge. Et à l'époque de cette histoire, mon père ne produit plus Marcel, mais apparemment ils sont restés en bons termes et ils se donnent des news de temps en temps. Et donc, j'avais absolument rien demandé à mon père. Et un jour, mon père, on s'est au téléphone et il me dit: j'ai fait écouter des covers à Marcel et il trouve ça bien et il voudrait te proposer quelque chose. Donc il faut quand même que je précise, c'est pas une grande star Marcel, hein. Je pense que personne d'entre vous ne le connaît. Après on n'en sait rien. Mais il y a... Vous savez, les gens qui s'intéressent pas tellement à ce milieu-là ne le savent pas toujours. Mais il y a pas mal d'artistes qui arrivent à vivre de la musique toute leur vie sans jamais devenir des stars. Et c'est complètement le cas de Marcel qui vit totalement de la musique depuis très longtemps. Mais je serais très étonnée que l'un d'entre vous le connaisse par exemple. Voilà, c'était pour la petite parenthèse, donc c'est pas la peine d'essayer de chercher, hein. C'est pas Julien Doré, c'est pas... c'est pas Gérald de Palmas. C'est bien ça, Gérald de Palmas. Bon, en tout cas, c'est pas quelqu'un de connu, mais enfin, il a son public fidèle. Et il écrit pour les autres aussi. Et c'est un mec par exemple qui a écrit des chansons pour Zaz. Donc vous voyez quand même le sérieux, enfin c'est pas rien quoi. Mais ceci
j'ai pas vraiment changé de goûts musicaux depuis l'époque où se passe cette anecdote. Donc j'étais déjà très très pop. Et c'est toujours ça que j'ai chanté en fait, hein, même si je me suis égarée quelques fois. J'ai aussi eu une petite période électro d'ailleurs, je vous ai pas tout dit, mais même si j'ai eu des moments d'égarement, la pop c'est quand même le truc qui a jamais vraiment changé. Et c'est surtout à chaque fois que j'ai chanté, c'était toujours de la pop et toujours en anglais aussi. Je le précise parce que évidemment ce chanteur m'a proposé une chanson en français. Mais donc mon père me dit ça, franchement j'étais trop choquée parce que vraiment mes covers étaient pas ouf. Et je dis pas ça, c'est pas de la fausse modestie, hein, c'est réel. Donc ouais, il faut savoir que à l'époque j'ai un niveau qui est vraiment médiocre. Alors moi je crois pas tant que ça à la notion de talent. Mais bon, peut-être que ça existe. Moi j'ai quand même tendance à penser que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et les enfants qui chantent extrêmement bien à l'âge de 10 ans, c'est parce qu'ils ont chanté, même sans prendre de cours, ils ont chanté régulièrement depuis qu'ils sont encore plus petits. Vous voyez ce que je veux dire? Après bon, peut-être qu'il y a une part d'inné, certainement. En tout cas, moi je suis pas née avec un talent inné et avec des capacités vocales hors normes, bien au contraire. Alors, mon petit point fort a toujours été la justesse. J'ai jamais chanté trop faux. Encore que ne pas chanter faux, c'est pas exactement chanter parfaitement juste. Je m'en suis rendu compte après quand j'ai enregistré un EP sans utiliser d'autotune. Je crois que c'est l'exercice qui m'a fait le plus progresser. Parce que tu es obligé d'être très précis et tu recommences ta phrase 10 fois, voire plus, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Mais bref, on va dire que mon point fort à la base c'était quand même la justesse déjà. Et mes points faibles, ils étaient pas des moindres, puisque j'avais une tessiture extrêmement petite. Donc la tessiture c'est l'amplitude vocale, donc à quel point tu peux aller dans les graves et à quel point tu peux aller dans les hauts. Et la plupart des femmes, leur tessiture elle est là, la plupart des hommes, leur tessiture elle est là. Les chanteurs exceptionnels ont une tessiture qui va presque de l'un à l'autre. Voilà, chacun a sa tessiture, elle est plus ou moins grande et plus ou moins vers les graves ou vers les aigus. Et moi j'avais une toute petite tessiture, c'est-à-dire et plutôt vers les graves. C'est-à-dire que je chantais juste, mais je ne savais pas monter. Et vraiment, c'est presque rare d'avoir une tessiture aussi restreinte, parce que la plupart des gens, tu vas au karaoké, la plupart des gens, sans avoir beaucoup d'expérience, ils passent des notes que moi je passais pas à l'époque. Mais je pense que c'est aussi lié un peu à ma timidité, puisque même si j'ai chanté dans ma chambre, on va dire toute ma vie durant, pour le plaisir, j'avais quand même pas trop envie que mes parents et ma soeur m'entendent. Et typiquement, j'aimais bien les couplets, parce qu'en général les couplets c'est tranquille. Et après les refrains ça explose et ça monte. Et donc les couplets je pouvais les chanter en voix pleine, parce qu'il n'y a pas besoin de crier et je maîtrisais. Et donc on va dire que ça se... J'essayais de chanter justement le plus juste possible pour pas qu'on puisse démêler la version originale de mon interprétation. Mais à chaque fois que le refrain arrivait, j'osais pas y aller parce qu'il aurait fallu que je mette un peu de la voix. Et du coup c'est un cercle vicieux aussi, parce que je savais aussi que les notes je les passais pas, mais si t'essayes jamais, tu vas jamais y arriver. Mais je voulais surtout pas qu'on m'entende, et surtout pas qu'on m'entende rater. Donc du coup
mon autre point faible, c'est le sens du rythme. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a quelque temps que je fais de l'arythmie cardiaque. Ça veut dire que mon cœur, il a tendance à ne pas battre de façon régulière, quoi. Il bat au rythme de son propre tambour. Et du coup, j'aimerais me dédouaner de cette absence de sens du rythme. C'est pas parce que je suis débile, ok? C'est parce que j'ai mon métronome interne qui fait de la merde. Mais j'ai quand même fait des progrès en faisant des exercices là-dessus. Donc j'ai un petit peu réglé ce problème. Ça reste un petit point faible, mais en tout cas, du coup, à l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, je chante plutôt juste, mais pas tant que ça non plus. Enfin, je suis pas une chanteuse, quoi. Je suis quelqu'un qui chante plutôt juste, mais j'ai jamais rien enregistré. Donc en fait, je me rends pas compte que c'est dur de faire quelque chose de très propre et de très précis. Je n'ai pas d'amplitude vocale, c'est-à-dire que j'ai 4 notes à ma disposition et je n'ai pas le sens du rythme et je ne sais pas quand attaquer. Voilà. Et donc j'ai été super surprise de l'intérêt que ce chanteur m'a porté. Et bah du coup mon père me dit bah voilà son numéro, appelle-le. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc il m'a envoyé, enfin il m'a expliqué quoi qu'il écrivait pour d'autres, qu'il avait plusieurs chansons dans sa besace et qu'il en avait une qui se voyait bien me proposer. Donc c'était de la variété française. Alors c'était pas mon style, hein. C'était pas mon style, donc j'ai quand même eu un petit rejet. Enfin, j'étais à la fois choquée de cette opportunité et à la fois j'ai eu quand même un truc de c'est pas du tout mon style, quoi. Mais à l'époque, je crois pas avoir beaucoup hésité et en même temps il n'y avait pas besoin d'hésiter puisque on me proposait pas de signer un contrat. Là c'était juste ce chanteur qui est une connaissance qui me demande dans un premier temps de faire un essai, donc en soi ça coûte rien, tu vois. On peut même voir ça comme une expérience. Est-ce que j'arrive à faire ça, qu'est-ce que ça donne. Donc il n'y avait pas un dilemme auquel répondre. Et donc je me suis lancée dans cette petite aventure parce que, encore une fois, étant donné mes capacités de l'époque, ça a été quand même pas mal de travail de réussir à faire une maquette propre de cette chanson. Aujourd'hui je chante toujours en anglais, j'écris en anglais et peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais pour l'instant pas du tout. Mais aujourd'hui je pourrais très bien reprendre une chanson en français pour le fun et la faire à ma façon. Ça me dérangerait pas, mais il faut savoir qu'à l'époque je ne chante pas en français du tout. Même chez moi quand il y a personne, je ne chante pas en français. Pour moi chanter c'est en anglais. Et donc ça a été assez difficile de sortir de ma zone de confort. Je trouvais ça presque cringe. Donc déjà évidemment il y a le truc de la langue. C'est vrai qu'on dit souvent que oui, les gens qui chantent en anglais ou qui écrivent en anglais, c'est pour mettre une sorte de barrière. Et c'est vrai qu'il y a un petit truc comme ça où quand tu as l'habitude de chanter en anglais, même si tu connais la signification de chaque mot que tu dis, il y a comme un filtre. C'est pas la langue, c'est pas ta langue maternelle, c'est pas la langue que tu utilises pour parler avec tes proches. Et dans le fait de chanter
français, il y a un truc quand t'as pas l'habitude où t'as l'impression de te mettre tout nu parce que les mots, tout le monde les comprend, toi tu les comprends de façon plus brute que l'anglais, je sais pas comment dire, et donc ça peut être un peu cringy quand on chante jamais en français. Et aussi ce ne sont pas les mêmes sonorités. Et du coup c'est pareil, je ne connaissais pas ma voix sur du français et j'aimais pas ma voix sur du français avec les 1, les on, les en. Je trouvais pas ça mélodieux. Donc ça a été dur de me prêter à l'exercice. Enfin dur, tout est relatif, il y a pire dans la vie. Regardez mon chat, c'est pas le plus mignon du monde. Mais alors surtout ce qui a été laborieux, c'est mon problème de rythme. Parce que du coup, donc je maîtrisais déjà GarageBand à l'époque, enfin la base, hein. Moi j'ai jamais fait une instru de ma vie, mais par contre je sais juste utiliser GarageBand pour m'enregistrer avec un micro sur une bande son. Et je sais faire des collages de ma voix. Et c'est à peu près tout, mais c'est tout ce qu'on me demande. Mais du coup, le chanteur, il m'avait envoyé tout simplement une version. Il y avait une instru qui était qui était pro. Alors, c'était pas l'instru finale, il me l'avait dit. C'était une instru qui était provisoire, mais qui sonnait pro et terminée. C'était, je sais pas, je saurais pas comment vous décrire ça, mais c'était assez actuel. Une instru de variété française plutôt actuelle. Avec de la guitare, mais des petites touches électroniques sans que ce soit de l'électro. Vous voyez, un peu la plupart de ce qui passe à la radio, quoi. Donc bref, j'avais la version de cette chanson avec sa voix et j'avais l'instru. On avait fait, dans un premier temps, on a fait plusieurs essais pour voir quelle était ma tonalité. Et donc une fois qu'on a choisi ma tonalité, fallait que j'enregistre ma version sur l'instru. Et ça a été un petit peu laborieux, notamment à cause de mes problèmes de rythme, parce que j'avais l'impression de bien reproduire ce qu'il avait fait. Et comme j'ai quand même une bonne oreille et que je chante pas faux, enfin, je chantais jamais la mauvaise note sur le mauvais accord, mais je pouvais avoir un temps de retard. Tu vois, par exemple, il finit sa phrase, il attend 3 temps, il attaque. Moi, je faisais pas trop attention à ce genre de détails. Et je pouvais reprendre un temps avant ou un temps après. Pour moi, le résultat était... Je voyais pas trop la différence, j'avoue. Et donc, c'est vrai que lui me reprenait beaucoup sur ce genre de choses. Il était tout à fait... il avait tout à fait raison de le faire. Hein. Mais voilà, je vous raconte simplement comment ça s'est passé. Après, là où ça me dérangeait un peu plus, c'est qu'il me reprenait aussi sur ma façon de chanter. Il disait que je mettais trop d'effets, alors que moi c'était et c'est toujours ma façon de chanter. Je ne considère pas que je mette des effets. Et en fait, c'est encore dû au fait que moi j'ai appris à chanter en écoutant que des américaines et des anglaises. Et il y a un style en fait un peu commun à toutes ces chanteuses. Et en fait, vous voyez, la voix, il y a un parallèle qui est assez parlant. Parce que souvent les gens vont dire chante avec ta voix naturelle.
Et si tu chantes d'une façon à laquelle ils s'attendaient pas, ils vont se dire mais pourquoi tu prends pas ta voix naturelle? Et quand on dit ça, ça sous-entend que on a tous une voix naturelle qui est liée à notre morphologie. Mais moi je suis pas d'accord. La voix, il y a Basilic qui nous fait un tintamarre d'enfer. La voix, c'est une question d'éducation, enfin de culture, plus que d'anatomie. Parce que tu prends un bébé, donc qui a la même anatomie. Tu prends un bébé et tu le fais adopter dès son plus jeune âge par une famille au Canada, par une famille en France ou une famille en Afrique. Il va parler comme l'endroit où il a grandi. Il va parler comme ce qu'il a entendu toute sa vie parce qu'on fait du mimétisme et c'est comme ça. Et ce pauvre enfant qui a toujours vécu au Canada, même si de base il était français, tu le remets en français, tu lui dis s'il te plaît tu peux parler normalement. Bah lui son normal c'est l'accent canadien. Et ben moi j'ai appris à chanter en écoutant mes chanteuses américaines depuis toujours. Et là il me demandait de chanter normalement alors que moi c'était mon normal. Et du coup ça c'était un peu difficile parce que encore tout ce qui est placement et tout c'était difficile à faire parce que j'avais des difficultés mais je voulais y arriver et ça m'a permis de progresser certainement un petit peu même si la route fut encore longue. Mais par contre changer ma façon de chanter, non seulement c'était difficile dans le sens je n'y arrivais pas, il me demandait, j'essayais, j'y arrivais pas, mais en plus au fond de moi j'étais pas hyper d'accord et j'ai vraiment commencé à me demander mais pourquoi moi en fait, pourquoi il a fait appel à moi alors qu'il n'aime pas ma façon de chanter. Et dans mes covers je m'en donnais à cœur joie sur mes soi-disant effets puisque c'était que des chansons en anglais. Du coup pourquoi moi qui ne suis pas une très bonne chanteuse? Et je dis pas ça pour me rabaisser hein. Depuis j'ai fait des progrès, c'est un fait, personne ne naît en étant un chanteur professionnel. Et moi j'avais jamais pris de cours hein. D'ailleurs j'en ai jamais pris tout court. Mais bref, j'étais pas une très bonne chanteuse, c'est un fait, j'avais aucune expérience, je venais à peine de décider de faire ça sérieusement. Donc moi je comprenais pas parce que je comprendrais que tu galères et que tu sois patient en attendant que j'ai mes placements et tout si tu adores ma façon de chanter, mais si tu n'aimes même pas ma façon de chanter, pourquoi moi? Il y a tellement de jeunes filles plus belles que moi et qui chantent très bien dans le style que tu attends, qui est un style un peu cristallin, très, très variété française. D'ailleurs cette chanson là il l'avait d'abord proposée à Jennifer. C'est incroyable, moi quand j'étais petite j'étais fan de Jennifer, j'étais presque amoureuse de Jennifer tellement j'étais fan de Jennifer. Je dormais sous un poster géant de Jennifer et la nuit je rêvais de Jennifer. J'écoutais Jennifer et je chantais Jennifer, mais les enfants sont très ingrats et du coup j'ai été fan de Jennifer juste pour ces 2 premiers albums. Pardon, du coup ça a coupé, j'étais en train de dire qu'il avait d'abord proposé la chanson à Jennifer, ce qui pour moi était assez incroyable de me dire ah comme Jennifer pouvait pas, du coup on m'a proposé, sachant que petite j'étais la plus grande fan du monde de Jennifer. Donc ça c'était pour la petite parenthèse rigolote, petit coup du destin rigolo on va dire. Mais bien que j'ai été fan de Jennifer avec toute mon âme, le temps de ces 2 premiers albums, les enfants sont assez ingrats. On change un peu de style comme de chemise et c'est vrai que j'ai plus écouté Jennifer par la suite. Donc j'ai pas
je disais juste avant qu'on construit un peu sa voix en fonction de ce qu'on écoute. Mais comme j'ai arrêté d'écouter Jennifer assez tôt, je n'ai pas construit ma voix en essayant d'imiter Jennifer. Et du coup, je chante pas du tout comme Jennifer. Et lui aurait aimé une voix à la Jennifer. Donc, si vous voyez pas trop ce que je veux dire, vous pouvez aller écouter Jennifer. C'est très... Les attaques sont très précises. Là où les américaines et moi, on a tendance à faire... je sais pas comment dire. Au lieu d'attaquer la note, on va faire des petits... Bref. Là où les françaises qui chantent comme Jennifer ne mettent aucun effet, et c'est le style et c'est très propre et c'est très cristallin. Bon, bref, un sujet que j'ai oublié d'aborder. Je disais on me propose pas un contrat et tout, mais il y avait quand même une sorte de deadline, je trouve pas le mot qui convient, mais Marcel, lui, était plutôt convaincu par ma proposition, bien que il m'a repris sur pas mal de points et ça a été un peu laborieux, mais a priori il était quand même content du résultat. Mais il y avait quand même une sorte de point décisif, c'est que cette fameuse maquette, quand elle allait être finie, il allait la faire écouter à son éditeur de chez Sony Publishing. Donc, qu'est-ce qu'un éditeur? Quand tu écris des chansons, du coup que ce soit les tiennes ou que tu écrives pour les autres, tu peux signer chez un éditeur. Et le deal, c'est que l'éditeur va faire tout son possible pour que tes œuvres musicales soient diffusées, notamment dans des films et des séries par exemple. C'est ce qu'on appelle la... Et du coup, toi, c'est gagnant pour les deux normalement, puisque toi, ton œuvre, elle va être possiblement la BO d'un film. Et donc, tu vas avoir une visibilité de malade et tu vas gagner de l'argent. Et l'éditeur, il va prendre sa part. Mais du coup, pour les auteurs-compositeurs qui écrivent pour d'autres, l'éditeur, ça va être aussi parfois la personne qui met en contact un interprète et un auteur-compositeur. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour le rôle de l'éditeur. Et souvent, les grandes maisons de disques ont aussi leurs éditions. Donc là, c'était quand même Sony Publishing. Donc, c'est pas rien. Et du coup, signer chez Sony Publishing ne veut pas dire forcément signer dans un label de chez Sony, mais bon, c'est déjà quand même c'est déjà quelque chose. Je pense que tu as plus de chances, voire t'es presque sûr que les labels de chez Sony vont écouter ton truc. C'est déjà une carte de visite professionnelle, une porte d'entrée dans le milieu pour avoir une certaine crédibilité. Et dans la musique, ça peut être ça qui est compliqué. C'est comme les entreprises qui recrutent que des gens qui ont déjà 5 ans d'expérience. Et après, les gens qui sortent d'études, ils sont là, mais si tout le monde recherche 5 ans d'expérience, quand est-ce que je peux commencer à travailler? Et dans la musique, c'est un peu pareil. Avec ce qu'on appelle l'entourage professionnel, c'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, on peut aussi tout faire en indé, mais si tu veux t'entourer, eh ben, disons que un producteur de spectacle va préférer travailler avec un artiste qui a déjà un label, un éditeur, un manager. Pareil, un label va plus s'intéresser à quelqu'un qui a déjà un tourneur. Un manager va plus s'intéresser à un artiste s'il a déjà un label, un tourneur, un éditeur. Donc en fait,
ce qui est très dur, c'est de trouver les premiers partenariats, les premiers membres qui vont travailler avec toi, puisque une fois que tu as l'un de ces trucs là, c'est plus facile après de convaincre les autres. Du coup, même si à l'époque à 23 ans je savais pas ce que c'était un éditeur, mais j'avais compris quand même que c'était pas rien, notamment chez Sony. Et d'ailleurs, pour revenir à la question que je me posais, pourquoi moi? Pourquoi ce chanteur s'est acharné avec moi alors que j'étais pas une très bonne chanteuse et qu'il aimait pas mon style? Vraiment, je ne comprenais pas pourquoi il s'intéressait à moi. Évidemment qu'il y avait mon père dans l'équation et je me suis... Enfin, si mon père lui avait pas envoyé ça, il aurait même pas écouté mes covers, mais quand même, je comprenais pas du tout. Et avec le temps, la piste qui me paraît être la seule qui a du sens, c'est que le fait que mon père, qui est producteur de spectacle, lui ait envoyé ça, il a dû croire que si mon père fait ça, c'est que derrière, il serait prêt à suivre en tant que tourneur. Or, c'était pas du tout le cas. Enfin, qui sait, si j'étais allée au bout de ce projet, peut-être que j'aurais fini par avoir comme tourneur mon père. C'est pas non plus exclu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en envoyant mon cover à son pote chanteur, mon père n'était pas du tout en train de lui faire une proposition de marché, enfin de business. Et à mon avis, avec le recul, c'est comme ça que l'a pris ce chanteur, je pense. Et comme je vous l'expliquais, dans la musique, le plus dur, c'est qui est un professionnel qui s'intéresse au projet. Et je pense que le chanteur s'est dit, tiens, là j'ai une possible interprète. Bon, il devait pas détester ma voix non plus, mais j'ai une interprète et un tourneur. Et si Sony Publishing nous suit, on est déjà une bonne équipe. Et lui, son but, c'était de faire vivre ses chansons, quoi. Ses chansons de fond de tiroir, du coup. Je dis ça, c'est pas négatif, hein, c'est la réalité. Voilà, parce que sinon, vraiment, je comprends pas pourquoi il se serait arrêté sur moi, sachant que il aurait mis une annonce sur casting.fr, des filles jolies qui chantent parfaitement bien et qui ont envie d'être interprètes, il y en a plein. Et je suis rouge là, hier je me suis cognée. Qui se cogne à 30 ans? Je me suis cognée. Je me suis demandé si j'allais pas avoir une bosse. Dieu merci, non, j'ai juste une rougeur. Faut que j'arrive à boucler cette histoire. Donc il y avait cette fameuse petite deadline, c'est pas le mot, mais il y avait quand même un petit suspense sur qu'est-ce qu'allait dire l'éditeur de Sony à l'écoute de cette chanson. Donc après maintes et maintes reprises de ma petite maquette, on arrive à une version qui plaît à Marcel. Et dans 2-3 jours, il a rendez-vous avec l'éditeur de chez Sony. Donc voilà, je suis contente. J'attends le verdict. Et il se trouve que ça correspond à mon déménagement. Je rentrais à Paris et mes parents étaient venus me chercher en voiture. Et donc, pendant les quelques jours là qui séparent la finition de la maquette et le rendez-vous du chanteur avec son éditeur, et c'était l'été, et du coup avec mes parents, voilà, on avait pris toutes mes affaires dans la voiture et on faisait un petit arrêt dans un Airbnb sur la route. Et pendant ce laps de temps, Marcel me dit par message que, alors qu'on a galéré, hein, on a galéré parce que j'étais pas super
du rendez-vous. Parce que dans le... Pardon, mais j'ai des souvenirs qui me reviennent. En fait, dans le Airbnb, j'ai rebranché mon petit truc et tout. J'ai enregistré les chœurs. Donc jusqu'au dernier moment, on était en train de finir le truc. Et je crois que vraiment la veille, il me dit qu'il s'est trompé de piste instrumentale et que c'est pas le bon tempo. Et il veut que je recommence tout. Ce qui en soit pour un chanteur professionnel, c'est rien, c'est juste chanter une bonne prise. Mais moi c'était pas mon cas. Et puis surtout j'étais sur la route avec mes parents. Donc je lui ai dit c'est une blague. Enfin je lui ai pas dit ça mais je l'ai pensé. C'est vraiment ballot que tu ne m'aies pas donné la bonne piste. Parce que là je suis sur la route toute la sainte journée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et du coup il me dit ah bon bah ouais c'est vraiment dommage, c'est pas grave, je vais modifier comme je peux la piste. Et il m'a envoyé ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'en fait du coup il a modifié le tempo alors que ma voix était... Il a gardé la version qu'on avait faite et il a accéléré l'ensemble, chose qui dit si tu fais ça en fait ça modifie la voix. Et c'est ce qu'il a fait, donc il m'a envoyé la version finale qu'il allait faire écouter à Sony et on ne reconnaissait plus ma voix. Donc déjà que de base ce n'était pas mon style musical. J'ai pas parlé des paroles hein. Après ça disait pas des trucs extraordinaires non plus, dans le sens où il me faisait pas dire des choses qui allaient contre mes principes. Mais déjà les paroles, je les avais pas écrites, donc c'était pas trop moi. Le style musical c'était pas le mien. C'est une langue dans laquelle je n'aime pas chanter. Il m'a fait prendre une voix un petit peu différente de la mienne naturellement. Et cerise sur le gâteau, il modifie la piste. Ce qui fait que la seule petite chose qu'il y avait de moi, on va dire que c'était mon timbre. Et avec sa modification de dernière minute, on n'entend plus mon timbre. Mais bon, vu que je trouvais pas ma version miraculeuse, j'étais pas dévastée non plus, tu vois. Mais je me disais bon bah quoi que dise le mec de chez Sony, je le prendrai pas personnellement parce qu'il n'y a rien de moi là-dedans quoi. Et on arrive à la chute de cette anecdote. Donc il a son rendez-vous avec le mec de Sony et le lendemain, ou je sais pas, pas longtemps après, on s'appelle pour qu'il me dise ce qu'il en est ressorti. Et j'apprends seulement à ce moment-là, il m'en avait jamais parlé avant, que Marcel, je suis pas la seule chanteuse avec qui il travaille en ce moment. Et il a proposé aussi d'autres chansons à deux autres chanteuses. Donc moi à l'époque j'ai 23 ans et il travaille aussi avec une chanteuse de 35 ans et avec une chanteuse de 45 ans. Je suis plus sûre exactement des âges, mais trentaine et quarantenaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi je rentre dans les détails, mais c'est important pour la suite. Donc il est allé à ce rendez-vous avec 3 maquettes au moins, parce que peut-être que les autres en avaient plusieurs, j'en sais rien, mais en tout cas avec au moins 3 maquettes de 3 chanteuses différentes. Voilà, avec nos photos. Et il demande à son éditeur ce qu'il en pense. Peut-être qu'il attendait, peut-être qu'il voulait savoir si son éditeur allait avoir un coup de cœur pour un profil, mais ça n'a pas eu lieu. Donc son éditeur lui a dit ben oui d'accord, oui c'est pas mal, c'est très bien, mais quel est le projet? Est-ce que tu as de quoi faire un album pour chacune de ces chanteuses? Et là Marcel il s'est dit ah bah non, c'est vrai j'avais pas pensé à ça, je n'ai pas de quoi faire un album pour chacune de ces chanteuses. Donc si je leur proposais de monter un girls band. Oui oui les amis,
générationnel. C'est ce qu'il m'a proposé. Et j'ai décliné l'offre. Il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont me dire oh mais pourquoi t'aurais dû y aller et tout. Mais non les amis, enfin, j'ai déjà fait la liste de à quel point c'était éloigné de ce que je voulais faire. Et là ça a été la goutte d'eau quoi. Je regrette pas d'avoir refusé parce que la musique je fais ça par passion. Et tout simplement en fait juste le fait de chanter des chansons qui me plaisent pas à 100%, qui sont pas dans mon style, je suis contente de pas avoir fait cet écueil. Maintenant c'est vrai que ce qui est drôle c'est que il est fallu en arriver jusqu'à cette proposition loufoque de girls band trigénérationnel pour que je me retire du projet. Et c'est vrai que à l'époque j'étais très matrixée dans ma peur du temps qui passe, à me dire que c'était maintenant ou jamais. Et je me suis vue embarquer dans ce projet là qui était tellement loin de ce que je voulais faire. Et c'est vrai que j'avais pas envie. Je me suis dit, si j'intègre un groupe où les femmes ont 35 et 45 ans, ça va me vieillir quoi. C'est hyper superficiel, mais je suis complètement honnête. Déjà que j'avais une grosse obsession, hein, vous le savez, sur l'âge et le fait de réussir absolument avant mes 25 ans et tout. Enfin, déjà ça avait été dur de renier qui je suis vraiment pour faire de la variété, mais tu me mets avec des dames d'âge mûr, ça n'arrange pas mes histoires quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me rappelle hein, quand j'ai décliné l'offre, je lui ai dit que je suis désolée mais non quoi, non merci, que je lui ai dit que j'avais plus beaucoup de temps pour percer, j'ai pas dû utiliser ce mot là, mais et que je préférais tout tenter pour faire un style qui est vraiment le mien et tout, ce qui était la réalité. J'ai été très honnête, mais ce qui me fait rire c'est que je me rappelle lui avoir dit que si à 25 ans j'avais pas percé, j'arrêterais. Sous-entendu il me reste que 2 ans, donc je suis désolée, je peux pas m'éparpiller quoi. Et il avait trouvé ça absurde, ce qui est normal, tu dis ça à un mec, lui il avait la cinquantaine hein. Mais bon, c'était comme ça que je voyais les choses à l'époque et j'ai évolué là-dessus parce que j'ai pas eu le choix, parce que j'ai pas percé et que le temps est passé et que quitte à être vieille, autant être vieille et faire quelque chose que j'aime. Mais par contre, je regrette pas de pas l'avoir fait parce que c'était pas mon style. Et alors attendez, donc c'était la fin de cette story time. Mais je vous tease celles qui viennent. Donc entre temps, j'ai enregistré un EP électropop avec un beatmaker rencontré sur internet, basé au Mexique, et personne ne l'a écouté. Je vous ferai un tuto sur comment sortir un EP et être sûr que personne ne va l'écouter. Et après cette aventure, Marcel a refait apparition dans ma vie et cette fois-ci il m'a proposé un album. Voilà, vous avez un avant-goût